Bourdieu ne tient pas compte du développement des nouvelles couches moyennes. Il ignore donc la métamorphose centrale des classes sociales et notamment l'apparition de couches sociales expressément déterminées par le principe de jouissance sans l'avoir, d'accord? Ces classes sociales-là sont déterminées par ce qu'on appellerait vulgairement la promotion canapé, notamment par l'occupation de certains métiers de l'animation, recyclage d'ailleurs, notamment aussi au passage, il faut le dire, je fais une parenthèse ici, mais des streamers gauchistes, d'accord? Ceux-là même qui véhiculent le mieux, et qui sont la plupart du temps très bourdieusiens d'ailleurs, qui véhiculent le mieux par l'usage qu'ils font des réseaux, ce système de promotion par la consommation et le signe. Dans l'usage que tous ces gauchistes notamment font du live, tout en critiquant le capitalisme, le spectateur se métamorphose le temps d'un instant en un élément du spectacle lui-même, acquérant ainsi le privilège de co-créer quelque part l'émission qu'il contemple passivement d'ordinaire. Et cette capacité de partager le pouvoir créatif avec des diffuseurs exerce une fascination si puissante qu'il se trouve alors tout à fait enclin à payer pour un streamer qui fait rien que de commenter le travail des autres et qui produit absolument rien, d'accord, qui développe même pas des analyses très intéressantes et qui pille le travail des autres en permanence, d'accord, qu'un tel porte plutôt des costards que des joggings et qu'il lise davantage de romans que de revues périodiques n'est ni faux, ni totalement vain, mais cela n'a rien de fonctionnel ni de bien révolutionnaire, d'accord. Il faut donc proposer les lois qui encadrent et surdéterminent les éléments de la description de Bourdieu. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la critique que Michel Clouscar opère à propos de la sociologie de Pierre Bourdieu. Juste avant cela, au moment où vous découvrez cette vidéo, je tiens à signaler que je fais paraître à la fois un nouvel essai, qui prend la continuité de l'essai que j'avais fait paraître l'année dernière, qui s'appelait Pour une souveraineté intégrale, et adjoint à ce nouvel essai qui s'appelle Continuons la France, vous avez aussi une série de podcasts sur le site que vous avez en description, continuons-la-france.fr, dont l'objectif est de prolonger justement ces deux essais dans le même temps. Donc Continuons la France, le livre, Continuons la France, le site et la série de podcasts, ce sont deux éléments complémentaires parus tout récemment et que je vous invite à découvrir. Donc pour cela, eh bien, vous avez toutes les infos en description et le site, encore une fois, sur lequel je vous invite à aller, continuons-la-france.fr, ou une série de podcasts où je prolonge justement les deux écrits, les deux essais que j'ai fait paraître récemment pour une souveraineté intégrale à la fin du printemps dernier, et actuellement Continuons la France, le livre, qui justement aborde la question de la ligne politique que j'essaie de développer depuis plusieurs années et que l'IHT porte avec moi. Alors passons toutefois à autre chose aujourd'hui, puisque ce que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, c'est, comme je l'ai signalé, la critique que Michel Clouscar opère de Pierre Bourdieu, et notamment de la sociologie de Pierre Bourdieu qui règne en maître dans les études sociologiques, qui règne en maître, et ce n'est pas pour rien, dans une certaine gauche, ce qui est une raison supplémentaire, j'ai envie de dire, de se distinguer très nettement et de se tenir à distance de cette gauche, puisque, on va le voir, comme le montre très bien Clouscar, Pierre Bourdieu est dans une dynamique épistémologique, c'est-à-dire dans les moyens qu'il développe pour connaître le monde social, donc il est dans une dynamique épistémologique qui est clairement contre-révolutionnaire par bien des aspects. Et donc il apparaît nécessaire de faire le travail, puisqu'encore une fois, ni la gauche faussement intello et la plupart du temps totalement acquise à Pierre Bourdieu sans réfléchir bien plus loin, eh bien, le consacre comme une idole, et le travail n'est pas non plus fait par la droite qui, il faut le dire, manque quand même souvent d'idées. Toutefois, chez Michel Clouscar, il y a très peu de choses, très peu de lignes, très peu de textes qui portent directement sur la sociologie de Pierre Bourdieu, en dehors de quelques éléments clés dans la critique du libéralisme libertaire. C'est pourquoi il faut d'abord acquérir l'ensemble du matériel épistémologique développé par Clouscar pour mieux saisir la critique qu'il opère de Pierre Bourdieu. Ça nécessiterait peut-être un séminaire entier. Ici, je vais vous en proposer évidemment les grandes lignes, et de sorte à ce que cela reste quand même le plus accessible possible, même si, effectivement, parce que c'est un travail à la fois théorique et épistémologique, mais qui est essentiel pour comprendre les failles, justement, du sociologisme de Pierre Bourdieu, eh bien, nécessite que nous entrions dans des éléments parfois un peu difficiles.
Alors, j'entame ici et ces grandes lignes reposent, je le précise, sur un texte écrit qui a servi d'abord de communication orale sur support écrit. Donc c'est la raison pour laquelle je vais m'en tenir ici au texte, mais en essayant effectivement de revenir sur des éléments qui pourraient être importants de définir, d'expliciter de manière plus pédagogique. Donc disons-le d'emblée, si le marxisme connaît des adversaires que tout semble opposer, cela est bien plus difficile en apparence avec Pierre Bourdieu, puisqu'en effet le sociologue, qui s'inscrit d'abord dans la continuité sociologique de Max Weber, continue toutefois tout au long de son œuvre de se revendiquer aussi de Marx en proposant l'idée de faire une synthèse justement entre Weber et Marx. Il se donne pour tâche d'étudier les sciences humaines en tant que champ scientifique particulier. Cela revient donc d'emblée à interroger la position des scientifiques au sein de ces champs. Cette démarche de Pierre Bourdieu notamment, qui se veut donc extra-discursif, d'accord, s'avère tout à fait conséquente pour un scientifique dont la démarche se veut matérialiste. Alors, cette démarche extra-discursive, ça veut dire qu'elle ne va pas tenir compte uniquement, elle peut tenir compte, mais elle ne va pas se baser essentiellement sur les discours, sur ce qui est dit, sur les mentalités, etc., mais sur les textes, mais les articles, etc., mais bien sûr la réalité, les habitudes, les interactions sociales, etc., ce qui est tout à fait louable dans un premier temps et qui, par cet aspect-là, du moins, même si c'est moins vrai par d'autres, nous y reviendrons, eh bien, s'inscrit davantage dans une démarche qui est assez proche de celle du marxisme en réalité, par opposition même d'ailleurs au postmodernisme par exemple. C'est d'ailleurs ainsi, hein, dans cette démarche, que Pierre Bourdieu ne va pas cesser de prendre ses marques et ses distances avec la philosophie en préconisant une approche dite de terrain. Mais cette position, tout à fait adéquate pour le chercheur qui tend à l'objectivité, ne manque pas toutefois de révéler un penchant pour le positivisme, c'est-à-dire pour une approche essentiellement empiriste, basée sur l'expérience. Et d'ailleurs, si vous voulez une critique du positivisme, je vous rappelle que mon livre, qui s'intitule Pourquoi je suis communiste, mais dont le sous-titre était de l'objectivité du matérialisme dialectique et historique, est un livre justement qui n'est pas un livre de confession intime, de subjectivité politique ou que sais-je, mais est un livre critique justement d'épistémologie et notamment du positivisme et du néopositivisme plus particulièrement. Par ailleurs, la conception développée par Pierre Bourdieu des classes sociales, pour rester dans les similitudes qu'il pourrait y avoir avec le marxisme, très weberienne en premier lieu, se rapproche toutefois du concept goldmannien de conscience possible, puisqu'en effet, Pierre Bourdieu distingue la classe théorique de la classe probable, en montrant qu'une classe sociale particulière peut advenir en tant que telle dans le réel, mais qu'elle n'existe pas nécessairement tant qu'elle n'est pas encore advenue. De ce fait, le chercheur peut bien penser des classes théoriques, sur le papier, d'accord, qui n'ont ni vocation à le rester, ni davantage à devenir nécessairement autre chose. C'est ce que nous dit Pierre Bourdieu dans Les raisons pratiques, notamment que je cite, et qui, donc par ces aspects-là, sont assez similaires, encore une fois, à l'idée d'un marxisme humaniste. C'est-à-dire que les classes ne sont pas non plus des réalités absolument tangibles et objectives en tant que telles, mais elles sont objectivables à partir du moment où des phénomènes politiques particuliers font qu'une certaine concentration de la population se reconnaît comme classe sociale, d'accord? Donc elles adviennent à partir de ce moment-là. Il ne s'agit pas de considérer que les classes sociales sont uniquement des réalités de papier construites par le sociologue ou construites par l'intellectuel qui ainsi discrimine dans le réel différents éléments pour mieux les intégrer, ni de considérer que ces classes existent de fait en tout temps, en tout lieu, et qu'alors, eh bien, elles sont dans une objectivité la plus totale, mais de comprendre que les classes sociales sont des réalités qui se fomentent, qui se construisent en fonction des rapports de force politiques, des événements politiques, et qu'alors, effectivement, elles adviennent en tant que classe, mais qu'elles peuvent être disparates dans des temps plus confus. Donc Pierre Bourdieu nous dit on ne passe de la classe sur le papier à la classe réelle qu'au prix d'un travail politique de mobilisation. La classe réelle, si tant est qu'elle n'a jamais existé réellement, n'est jamais que la classe réalisée, c'est-à-dire mobilisée, aboutissement de la lutte des classements comme lutte proprement symbolique et politique pour imposer une vision du monde social, ou mieux, une manière de construire dans la perception et dans la réalité, et de construire les classes selon lesquelles il peut être découpé. Donc jusqu'ici, il y a des éléments effectivement qui se recoupent.
Et il est d'ailleurs tout à fait intéressant de noter qu'à la suite de Lucien Goldman, mais sans pour autant s'en réclamer ouvertement, malheureusement, Pierre Bourdieu qualifie son entreprise théorique et sa méthode de structuralisme génétique, qui n'est que l'autre nom, finalement, que Lucien Goldman donne au matérialisme dialectique et historique, d'accord? C'est-à-dire un structuralisme, la reconnaissance de structures, mais de structures qui ne reposent pas sur des invariants, ne sont pas figées, mais qui effectivement connaissent une genèse et donc potentiellement aussi une mort. Ou en tout cas une transformation dans la continuité, etc. Bon, on va voir toutefois que Bourdieu, et c'est là que c'est intéressant, Bourdieu a beau défendre des éléments épistémologiques qui sont souvent assez justes et assez proches du matérialisme dialectique et historique ou du structuralisme génétique, pour autant, une fois dans l'application de cette méthode, ou de la prétendue méthode, il y a d'emblée des biais, et dans la mise en pratique, cela fait défaut à bien des égards. Et donc s'il est vrai que Bourdieu ne se limite pas au vocable marxiste, les dispositions conceptuelles nouvelles qu'il entend proposer se présentent souvent comme un prolongement a priori de la théorie marxiste qui s'inscrirait à rebours de tout dogmatisme. C'est ainsi que Bourdieu définit un espace social de rencontre entre différents champs. Alors ici, petite parenthèse, puisque dans la théorie sociologique de Pierre Bourdieu, il faut le signaler, un champ est envisagé comme un espace social structuré où différentes positions sont occupées par les acteurs en fonction de la quantité et du type de capital économique, social, culturel qu'ils détiennent. D'accord ? Ces champs, qui peuvent être le champ de l'art, des beaux-arts, le champ de l'éducation, de la politique, sont comme des arènes de lutte et de concurrence où les acteurs s'engagent pour maintenir ou changer la distribution du capital spécifique, et ce, façonnant ainsi sa structure. Chaque champ, pour Bourdieu, fonctionne selon ses propres règles et logiques, distingue des autres domaines, ce qui confère une autonomie relative à chaque champ. Ce qui déjà là est intéressant d'un point de vue de la critique, on y reviendra. Les interactions au sein de ces champs sont influencées par l'habitus, c'est-à-dire les habitudes de vie ici pour aller vite, l'habitus des acteurs, un ensemble de dispositions intérieures formées par des expériences antérieures qui guident la perception et les actions des individus dans le champ. En outre, les acteurs au sein de ces champs accumulent et utilisent diverses formes de capital, d'accord, selon qu'ils aient un capital culturel, c'est-à-dire accès à une culture plus importante, d'accord, ou un capital économique, donc ils sont plus riches, etc., ou un capital social parce qu'ils bénéficient d'un réseau qui leur permet effectivement d'accéder à ce champ-là plutôt qu'un autre. D'accord ? Donc, diverses formes de capital, y compris le capital symbolique, comme la reconnaissance et le prestige. Ces champs ne sont pas purement statiques, d'après Bourdieu, mais dynamiques et ils évoluent au fil du temps, souvent sous l'effet des luttes internes ou de l'influence d'autres champs, reflétant une nature à la fois historique et en constante évolution, d'après Bourdieu. Et donc au sein de cet espace, au sein de ces champs, et à l'intérieur donc de ces différents champs qui composent la structure sociale au sein de laquelle s'inscrivent des individus ou agents, cela développe des dispositions et des caractères particuliers que Bourdieu va nommer habitus, d'accord ? Selon qu'on soit habitué à, par exemple, une gastronomie plus fine, des mets plus fins, etc., du fait d'appartenir, d'après Bourdieu, à une classe sociale privilégiée, d'accord, on va y préférer, je sais pas, par exemple, les sushis, d'accord, plutôt que la tartiflette, la raclette, qui va être plutôt dans des milieux populaires. On a besoin aussi de renouveler la force de travail, de manger des plats plus lourds, plus chauds, etc., etc. Bon, là, je fais du bourdieusisme de bas étage, mais in fine, c'est justement ce à quoi Bourdieu en vient. Et on va en reparler. Cela lui permet ainsi de saisir à la fois les mouvements centrifuges et centripètes, donc qui se concentrent et qui partent vers l'extérieur, entre la société et l'individu, sans verser toutefois dans l'holisme ou l'individualisme méthodologique. C'est certainement alors dans la distinction, livre de référence de l'auteur, paru en 1979, qu'il met le mieux en lumière sa démarche. C'est pourquoi il nous faut, nous aussi, mettre en lumière la méthode déployée par Pierre Bourdieu dans cet ouvrage, afin d'obtenir un exemple de ce qui peut être critiqué chez lui dans un premier temps. Nous montrerons donc d'abord en quoi le sociologisme de Pierre Bourdieu est un positivisme, c'est-à-dire cette volonté finalement de calquer les sciences humaines sur les modèles des sciences naturelles à partir d'un appareillage pas conceptuel, mais à partir d'un appareillage justement méthodologique,
qui finalement a peu à voir avec le fonctionnement du monde social, ses interactions, etc. Donc nous montrerons en quoi la sociologie de Pierre Bourdieu est un positivisme et pourquoi en cela il est contre-révolutionnaire sur le plan théorique. Mais nous ne nous arrêterons pas ici. Nous entendons après cela montrer, comme le fait Kluskar, la dualité de complémentarité entre Bourdieu et Baudrillard. En effet, alors que les deux auteurs ont pu se présenter comme des adversaires idéologiques, Michel Kluskar dévoile au contraire l'agencement complémentaire de leur positionnement. Cette dualité de complémentarité produisit alors un voile idéologique rendant impossible la compréhension des mutations du capitalisme et surtout la métamorphose de la lutte des classes. D'accord ? En réalité, le bourdieusisme conduit à un système figé de domination dans lequel l'histoire est évincée et où finalement, eh bien, on imagine des structurations de classes sociales quasi invariantes qui nous font finalement nous positionner, quand on est dans la défense des classes sociales populaires, comme des victimes à l'égard d'un système de domination qui pourtant ne fonctionne déjà plus au moment où Bourdieu le décrit, tel qu'il prétend qu'il fonctionne. Et c'est ça que nous allons essayer ici de développer. Dans ce livre, le sociologue oscille alors entre une position tout à fait husserlienne, du philosophe Husserl, d'accord, c'est-à-dire l'idée d'après laquelle toute conscience est conscience de quelque chose et que finalement la conscience participe de la création de l'extériorité du monde, d'un côté, et néopositivisme de l'autre, qui ne peut s'expliquer, d'après Michel Kluskar, que par la fonction idéologique à laquelle il répond. C'est-à-dire qu'en fait, ce que va nous dire Michel Kluskar en marxiste, c'est que Bourdieu répond à une fonction idéologique, c'est-à-dire que ce qu'il produit sert les intérêts de la classe dominante, en réalité, contrairement à ce que pense Bourdieu, puisqu'il produit un appareillage, encore une fois, méthodologique et des résultats pseudo-sociologiques qui, finalement, eh bien, sont à l'inverse de ce qu'il prétend produire ou défendre. En effet, Bourdieu propose une sociologie antéprédicative, donc en amont du prédicat, c'est-à-dire ce qui nous renseigne sur le sujet, d'accord, dans la phrase, et donc finalement antéprédicatif, ça veut dire un ensemble qui ne tient pas compte en réalité de l'histoire et donc de la diachronie, c'est-à-dire du temps long, des mutations et des développements historiques qui conduisent aux structures que Bourdieu prétend étudier. Donc il propose une sociologie antéprédicative, pour reprendre une terminologie cluscardienne. Celle-ci repose sur une négation de l'histoire et le refus de toute philosophie de l'histoire, ce qui caractérise notamment une forme particulière de néopositivisme. Par ce refus de l'histoire, encore une fois, je vous renvoie à mon livre « Pourquoi je suis communiste » pour ces questions-là, si cela vous paraît un peu flou. Par ce refus de l'histoire, Bourdieu propose moins une sociologie critique qui permet la transformation sociale qu'une saisie synchronique des rapports de domination qui produisent d'ailleurs en retour un effet de théorie conséquent, pour reprendre un concept du sociologue lui-même. D'accord ? L'effet de théorie, c'est-à-dire qu'on regarde le réel de manière biaisée à partir d'une théorie qui nous a dit comment devait fonctionner le réel. On va y revenir parce que c'est exactement ça que fait Pierre Bourdieu, alors même qu'il est le premier à parler de cet effet de théorie, à nous mettre en garde contre cela. C'est pourquoi, d'après Kluskar, Bourdieu occupe une position de classe clairement contre-révolutionnaire, malgré les apparences, qu'il peut laisser entrevoir encore aujourd'hui. Mais cela ne s'arrête pas là. S'il étudie avec pertinence le relationnel, c'est-à-dire les interactions, c'est au détriment du fonctionnel, c'est-à-dire pourquoi est-ce que cela fonctionne comme ça, et d'où ça vient et vers où ça va. Ce qui le conduit à produire une inversion dans la manière dont les classes se constituent ou se reproduisent, puisque l'une des théories phares de Bourdieu, c'est justement la reproduction sociale. Enfin, Kluskar montre qu'il y a eu, entre Bourdieu et Baudrillard, une dualité de complémentarité, les deux auteurs s'étant présentés comme le dire d'un faire, dont leur complémentarité permet d'occulter justement ce faire, c'est-à-dire le procès de production, la réalité historique, et plus particulièrement la dialectique du système de parenté et des métiers de la bourgeoisie. Alors, cette dialectique, mise en lumière par Kluskar dans Critique du libéralisme libertaire, notamment, consiste à montrer que le système de la parenté ordinaire de la bourgeoisie a dû composer avec les mutations du capital et gérer un surplus de classe démographique. Ces enfants de la bourgeoisie n'ayant pas vocation à être déclassés, le capital produisit, sans s'en rendre compte, de nouvelles couches moyennes qui allaient nourrir les emplois de cadres du tertiaire et plus encore les métiers de l'animation, de la séduction, du spectacle et de la mondanité, au sein de laquelle la gauche bourdieusienne baigne totalement. C'est ça l'ironie de l'histoire, d'accord ? Alors pour revenir rapidement là-dessus, même si je vais en reparler, cette dialectique des systèmes des métiers et des systèmes de parenté et des métiers, de la bourgeoisie, elle consiste, je l'avais déjà signalé par ailleurs,
pour aller à l'essentiel, à comprendre que dans la structuration type de la famille, donc du système de parenté, et avec les mutations que connaît le capitalisme à la fin du 19e siècle, eh bien, le capitalisme industriel qui est en pleine mutation voit ses enfants cadets ne pas pouvoir hériter de l'outil de production. Or, ils n'ont pas non plus vocation, et le projet familial qu'ils construisent, et notamment du point de vue des parents, n'est pas de les faire tomber en désuétude au point de devenir des prolétaires, d'accord, de devenir des ouvriers, des employés, etc. Donc il va falloir les recycler dans tout un système de métiers nouveaux qui vont apparaître, notamment dans la deuxième partie du XXe siècle principalement, d'accord, et qui seront justement ces métiers de l'animation, ces métiers de la séduction, et que l'on voit notamment à la télévision, et puis dans les divers médias, etc. Et finalement, du coup, cela produit des mutations à l'intérieur des classes sociales, parce qu'il y a un surplus démographique, vous comprenez bien, des classes dominantes, qui eh bien, vont devoir occuper aussi des nouvelles professions libérales, etc., parce que eh bien, elles ne peuvent pas hériter de l'avoir qui est remis au fils aîné notamment. Et donc ça produit toute une nouvelle structuration sociale dont Bourdieu ne tient absolument pas compte, puisque il est dans une démarche antéprédicative, c'est-à-dire anhistorique, qui ne tient pas compte de l'histoire. Mais revenons-en ici pour bien comprendre Bourdieu, puisque pour bien le comprendre et le critiquer, il faut le lire. Revenons-en au livre de Bourdieu, La Distinction. Dans cet ouvrage, le sociologue s'emploie à proposer une analyse des jugements de goût qui trancherait avec la critique du jugement de Kant, qui est une des trois grandes critiques d'Emmanuel Kant, dans laquelle justement Kant essaie de définir le rapport au beau, à l'agréable, etc., à partir de principes universels. Et Bourdieu le fait pour s'intéresser ici plutôt à la manière dont les sujets appréhendent la question du goût d'un point de vue relationnel. Bourdieu inscrit le sujet, ou agent, pour employer sa terminologie, comme faisant nécessairement partie de champs sociaux multiples et différents, voire même parfois contradictoires. Le sujet est alors le produit de ce croisement structurant qui organise et conditionne son comportement et ses goûts. L'auteur propose une observation comparative en montrant que le croisement de ces différents champs nous renseigne alors sur l'appartenance de classe de ce sujet structuré par ce croisement. Les différents champs qu'il renvoie à la famille, le capital économique, l'école, les arts, etc., cristallisent en leur sein des intérêts particuliers. Le jugement de goût correspond alors à l'incorporation pour un sujet de ces intérêts particuliers propres au champ en question, ou plus précisément au croisement de ces différents champs dont il est question. D'accord, l'individu finalement traverse ou est traversé par un ensemble de champs différents, comme on en parlait tout à l'heure, une famille, un environnement familial, un environnement éducatif, un environnement culturel, etc., qui composent en réalité et qui synthétisent par bien des aspects un habitus, des habitudes de vie, et par là même un ensemble de goûts qui lui font percevoir le monde d'une certaine manière et avoir certains goûts plutôt que d'autres de par ce positionnement relationnel. C'est alors que par le jugement de goût, le sujet désigne dans le même temps d'autres champs dont il est exclu ou qu'il méprise. C'est le propre du snobisme, d'accord? Je n'appartiens pas au champ, par exemple, des classes populaires, et donc je méprise la musique qu'ils peuvent écouter parce que j'accède, moi, à une autre musique, et je considère que c'est la seule qui est noble, qui mérite d'être écoutée, d'accord? Et donc, dans le même temps, légitime l'existence objective de ces autres champs, d'accord? Par opposition, je légitime mon champ et je légitime par opposition l'autre champ. Et inversement, des classes populaires vers les classes dominantes, par exemple, dans le système de Bourdieu. Encore une fois, pour le moment, je ne fais que décrire ce que dit Bourdieu. Bourdieu signale alors que le goût n'est en fait que le dégoût du goût des autres, d'accord? C'est par opposition aux autres que je vais me mettre finalement à préférer les grands vins à la bière, à préférer finalement tel type de vin plutôt qu'un autre, telle alimentation plutôt qu'une autre, etc. Bon, ça ne veut pas dire que c'est essentiellement pour ça, ni que le produit intrinsèque en tant que tel ne contient pas des éléments qui lui prêtent une nature plus favorable qu'une autre, etc. Mais qu'en tout cas, la manière dont les goûts se structurent sont profondément influencés par le monde social. Le sujet est donc caractérisé par son appartenance à certains champs et par son rapport avec d'autres sujets inscrits dans ces mêmes champs, ou plus encore par ses rapports d'opposition au sujet qui ne s'y inscrivent justement pas. Et alors, là, il est intéressant de noter, premier élément de critique,
Il nous faut d'emblée noter que cela sous-entend qu'il y a des échanges réguliers entre des sujets qui n'appartiennent pas au même champ, ou plutôt donc à des classes différentes pour que cette observation comparatiste et relationnelle fonctionne. Or, ici déjà, la réalité s'inscrit totalement en faux vis-à-vis d'une telle proposition. Et c'est ce que dit Michel Lescar, page 248 de la critique du libéralisme libertaire aux éditions Delga, lorsqu'il dit « De classe à classe, on ne se snobe pas, car ce n'est pas le problème. On ne se rencontre jamais dans les lieux de la concurrence mondaine. Et pour cause, la classe ouvrière n'en produit pas, et elle est écartée de cela de la classe dominante. On ne se dispute pas les mêmes femmes, les mêmes métiers, les mêmes rôles sociaux et familiaux. Dans la société du face-à-face bourgeoisie-prolétariat, tout se détermine en fonction du rôle dans le procès de production. » D'accord ? Kloskar ramène le procès de production, ramène l'histoire, le rapport au travail, dans ce gloubi-boulga un petit peu, bourdieusien, qui est établi à partir de catégories assez vagues en réalité, puisqu'il montre que la réalité, c'est que quand bien même il y aurait un snobisme d'ailleurs d'une certaine classe vis-à-vis d'une autre, notamment par la diffusion à l'heure actuelle peut-être davantage des canaux de diffusion, etc., quoique, puisque les réseaux sociaux étant d'autres sont aussi des réseaux d'enfermement, notamment du fait de l'algorithme, etc., qui nous plonge justement et nous maintient dans les éléments qui sont propres à nos habitudes, pour reprendre le terme de Bourdieu, ça reste encore une fois à critiquer. Bon, Kluskar nous dit le rapport essentiel des classes, c'est un rapport lié au procès de production, notamment dans le rapport bourgeoisie-prolétariat, typiquement, d'accord, qui est un rapport d'exploitation. Alors il y a d'autres rapports, mais dans la quotidienneté, les classes, par définition, justement, ne se rencontrent pas. Ceux qui prennent le taxi et les jets privés ne sont pas les mêmes que ceux qui prennent les trains en seconde classe, sont dans les embouteillages, ou finalement prennent le métro, etc. D'accord ? Et si ça peut parfois arriver, ce n'est pas la majorité du temps le cas. Donc ça ne s'apparente pas à un phénomène social récurrent qui peut être étudié comme tel. D'accord ? Donc même si, et là on commence à toucher du doigt une problématique décisive chez Bourdieu, même si l'appareillage méthodologique est séduisant, complaisant aussi à certains aspects, et qu'il apparaît dire quelque chose du réel, il se trouve que le réel est quand même assez différent, et que dans la réalité, les choses ne se passent pas tout à fait de cette manière-là. Ou alors elles se passent de manière extrêmement interposée par un ensemble de jeux de médiation qui ne permettent pas cette opposition des champs. En résumé, Bourdieu voit le goût non seulement comme une expression personnelle, mais aussi comme un indicateur de l'appartenance sociale d'un individu et des relations, souvent conflictuelles, avec d'autres groupes au sein de la société. Bourdieu va plus loin et tente alors de confirmer l'analyse par une vérification empirique, c'est-à-dire cela implique généralement la collecte de données à travers des enquêtes, des observations, des études de cas ou des expériences. Supposons par exemple qu'un sociologue propose une théorie selon laquelle l'utilisation accrue des réseaux sociaux augmente le sentiment d'isolement chez les jeunes adultes, je sais pas. Pour vérifier cette théorie empiriquement, le sociologue pourrait mener une enquête en posant des questions spécifiques sur l'utilisation des réseaux sociaux et les sentiments d'isolement, ou pourrait analyser des données existantes pour trouver des corrélations, des tendances, etc. Donc Bourdieu, il va être à l'avant-garde presque de l'usage de ces vérifications empiriques qui se concrétisent par justement un appareillage sociologique très couramment employé désormais. C'est ce en quoi consiste le travail dit de terrain du sociologue, qui observe comme, et le comme est très important, comme de l'extérieur mais sans y être, la manifestation d'un champ particulier. Le sociologue dresse alors des profils des agents appartenant au champ en question. Il dresse une typologie, relève le langage et les termes couramment employés dans le champ en question. Ceci afin d'être mis en comparaison avec d'autres champs qui nécessairement s'en distinguent. Bien sûr, le tout est appuyé par des données statistiques dont il doit être admis, par principe, puisque cela n'est plus questionné, qu'elles viennent confirmer davantage encore ce qui a été observé. Et c'est là le biais principal. Ces statistiques sont d'ailleurs souvent produites en amont, d'accord ? Ce qui est quand même assez intéressant ici, puisque les statistiques, elles peuvent aider à identifier, par exemple, et à délimiter le champ sociologique à étudier,
Et avant même d'étudier le champ de l'éducation, par exemple, un sociologue peut très bien examiner des données sur les taux de scolarisation, les résultats des examens, la répartition socio-économique des élèves, et à partir de là, formuler des nouvelles hypothèses qui, en réalité, ne sont pas neutres, contrairement, et c'est ça qui est très important à entendre, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est acheté, j'y reviendrai, mais ça veut dire que la neutralité axiologique prétendue du sociologue et d'un Bourdieu qui nous parlera sur France Culture de falsifiabilité, de néopositivisme, d'un rapport des sciences humaines aux sciences de la nature, tout ça traverse mon livre, hein, Pourquoi je suis communiste, eh bien en réalité est pris ici à défaut, puisque d'emblée, il est déjà travaillé par l'outil statistique, mais l'outil statistique n'étant pas remis en question en tant que tel, et notamment sous influence des sciences naturelles, eh bien finalement il vient confiner et confirmer ce qui est en amont pensé lors de l'étude des champs, ce qui pose un réel problème. Donc on va y venir. Ces statistiques donc sont souvent produites en amont du processus d'observation afin de déterminer un champ. D'accord ? C'est là une démarche de saisie du monde social tout à fait positiviste. D'accord ? On vient calquer sur le monde social les outils et les méthodes des sciences qui ne correspondent pas aux sciences sociales et des interactions qui ne sont pas qui sont des sciences de la détermination, du déterminisme pardon, plus que de la détermination, qui nous permettent justement d'envisager dans les sciences humaines la liberté des sujets, collectifs ou individuels, et donc les dispositions à la transformation. Toutefois, bien qu'il y ait une volonté renforcée d'atteindre une certaine objectivité dans une démarche toujours renforcée de validation par les outils qui sont ceux des sciences dites dures, cette méthodologie n'en est pas moins biaisée, là encore, et ce, dès le départ. La démarche de Bourdieu est une démarche tautologique. En gros, Bourdieu nous dit l'eau ça mouille, d'accord ? Et c'est la raison pour laquelle Kluskar disait Bourdieu a montré qu'on jouait du piano dans les salons et de l'accordéon dans les bistrots, d'accord ? C'est ce que je disais tout à l'heure quand je faisais du bourdieusisme de bas étage. Le fait est qu'effectivement, cela nous renseigne assez peu sur la société en réalité. En effet, l'enracinement dans l'immédiateté du monde social, en dehors de toute diachronie, c'est-à-dire de tout temps long, et bien que Bourdieu ait cherché à s'en défendre, est omniprésente dans le sociologisme qu'il produit. Et c'est d'ailleurs, vous pouvez retrouver cette émission sur l'INA, c'est d'ailleurs l'opposition déjà que fait Fernand Braudel, l'historien, à Pierre Bourdieu en face de lui dans l'émission de Pivot que vous pourrez retrouver sur INA. D'accord ? Il montre comment le fait d'être baigné dans l'immédiateté, d'être baigné dans ce qu'on appelle la synchronie, d'accord, empêche finalement de saisir les mécanismes de mutation et de transformation de la société, et donc finit par nous faire tenir compte des classes comme de réalités quasi figées et de rapports de domination quasi figés. Dès lors, Bourdieu considère la réalité sociale comme un résultat effectif, en dehors de toute histoire, de tout procès de production. S'il opère une analyse pertinente du relationnel, quoique critiquable, d'accord, ce qu'on vient de dire, l'accordéon dans les bistrots, piano dans les salons, etc., c'est une analyse relationnelle. Celle-ci ne tient pas compte du fonctionnel. D'où ça provient, à quoi ça sert, comment est-ce que cela se met en place, pourquoi est-ce que ça pourrait ne plus être comme ça, etc. Kluskar propose alors le renversement radical de la démarche de Bourdieu. C'est-à-dire, il s'agit, nous dit Kluskar, n'est pas de partir des classes sociales après qu'elles sont constituées, que s'instaure, ce n'est pas, pardon, à partir des classes sociales après qu'elles soient constituées que s'instaurent les modalités des rapports de la famille et du métier, c'est en tant qu'engendrement de la réalité même de la classe dominante que s'organisent les rapports du système de la parenté et du système des métiers, rapports qui ne sont pas un mode de classe, mais la substance même de la bourgeoisie. D'accord ? Kluskar nous dit ici, on est page 146 de Critique des généralismes libertaires, en réalité, Bourdieu fait l'analyse relationnelle de classe sociale sans comprendre que les classes telles qu'elles sont ont été le produit, avant de la dialectique notamment, du système de la parenté et des métiers dont nous parlions juste avant. Bourdieu donc confond le réel objectif et le phénomène subjectif. C'est comme si le réel se donnait à être connu par lui-même, par la seule intentionnalité, d'accord ? Et que l'appareillage statistique vient ensuite confirmer. Alors que l'histoire des sciences sociales, c'est justement ce détour théorique, ce détour phénoménologique, si je puis dire, en un sens, qui nous dispense justement de saisir le réel par l'accumulation des signes. On y vient. Mais cette fois, le verbiage épistémologique et l'application au monde social entretient la confusion. Pourtant, l'analyse que le sociologue fait d'un champ, comme s'il s'en tenait à l'extérieur, ne procède pas de nulle part. Elle consiste, au contraire, et c'est très important, peut-être le point nodal. Donc,
Cette analyse consiste au contraire à considérer et à ratifier un ensemble de signes, d'accord? Le fait de porter tel vêtement plutôt qu'un autre, de boire telle boisson plutôt qu'une autre, d'accéder à tel diplôme plutôt qu'un autre, tout ça sur l'ensemble de signes et d'accumulation de signes. Un capital culturel important, le fait de disposer de telle voiture, etc., d'un capital économique, etc. D'accord? Donc cette analyse, au contraire, hein, consiste au contraire à considérer, à ratifier un ensemble de signes qui s'accordent avec la matrice opérationnelle et le montage épistémologique proposé par Bourdieu lui-même. Ce qu'il observe en observant un champ, c'est lui-même. Plus précisément, ce qu'il notifie, ce n'est que le code dont il a l'usage et duquel il est le producteur. D'accord, vous comprenez? C'est-à-dire qu'en réalité, Bourdieu perçoit le monde à partir de la matrice méthodologique et idéologique qu'il a confectionnée, et donc chaque élément qu'il va percevoir va être biaisé par cette matrice-là, et donc chaque élément nouveau sera nécessairement un nouvel élément de confirmation. Donc c'est la raison pour laquelle ces livres accumulent ces ensembles de signes, puisque pour lui c'est chaque fois une vérification supplémentaire, d'accord? Alors qu'en réalité ces signes passent par l'entremise d'une méthodologie totalement biaisée. Donc la prétendue objectivité qui en dérive n'est en fait que le produit de la subjectivité de classe du sociologue et dont la confirmation trouve sa source dans le modèle épistémologique. C'est un réalisme naïf sur le plan philosophique, pour ceux qui ont l'habitude de ces termes. Cela consiste à croire que l'essence, c'est-à-dire la réalité des choses, est déjà contenue dans la manifestation, sans détour phénoménologique ou logique pour ratifier le réel. À l'opposé de ce que Hegel nous dit, vous savez, le réel apparaît toujours en négatif des apparences, justement. Là, Bourdieu accumule un ensemble de signes qui sont les manifestations apparentes. D'accord? Sauf que cette manifestation apparente ne dit pas nécessairement ce qu'elle est. D'accord? Elle n'est qu'une manifestation. Et parfois, pour prendre un exemple extrêmement trivial pour ceux qui seraient peut-être un peu perdus ici, donc l'exemple est pédagogique, donc il ne s'agit pas de le prendre à la lettre, mais c'est pas parce que je manifeste une certaine gaieté que pour autant je suis nécessairement joyeux, typiquement. Or, saisir ce signe de la gaieté comme un élément qui viendrait valider l'expérience et l'étude que je fais sur le fait d'être joyeux pose un problème en tant que manifestation, vous comprenez bien, puisqu'elle ne reflète pas la nature. Et donc l'objet de l'étude des sciences sociales, c'est justement d'aller chercher la nature. Et pour aller chercher la nature ou l'essence de ce phénomène-là, eh bien, il ne s'agit pas d'en étudier uniquement sa manifestation. Encore une fois, étudier sa manifestation, c'est important, mais avec une certaine distance déjà. Bon, ça, ce que Bourdieu et Passeron tentent quand même de faire. Mais pour comprendre et saisir cette essence, il faut comprendre l'origine de celle-ci, donc la replacer dans l'histoire, ce qui nous permet d'éviter le saut dans le vide de la manifestation. Ainsi, le sociologue pourra coller un certain nombre de signes à certains agents à partir d'une détermination qui, n'ayant rien d'historique, procède seulement des énoncés du sociologue, d'accord, c'est lui qui les crée. Bourdieu se trouve alors dans l'ordre explicatif décrit par Jacques Rancière, en ce sens que l'explicateur est seul juge du point où l'explication est elle-même expliquée, d'accord. Ça, c'est notamment ce que Jacques Rancière explique dans Le Maître ignorant. Jacques Rancière, qui n'est pas, j'ai envie de dire, de ma paroisse nécessairement, qui est très gauchiste en l'occurrence, mais qui, là aussi, a proposé assez tôt, dès les années 80, une critique assez intéressante néanmoins de Pierre Bourdieu et d'Althusser. Donc tout cela n'est pas sans produire un effet de théorie, d'accord, pourtant critiqué par Bourdieu. C'est-à-dire que la théorisation des signes de la distinction, par le fait même qu'elle ait été théorisée, produit un effet sur les agents dont il est question dans leur manière de se représenter le monde social, d'accord. On ne peut pas faire abstraction de la proposition qui a été faite, de la manière dont on devrait analyser ces ensembles de signes. Et donc, cela joue sur la manière dont les individus se comportent dans leur existence sociale. Autrement dit, ce que Bourdieu observe et interprète dans un champ social est fortement coloré par ses propres idées préconçues et sa compréhension du monde, plutôt que par une observation neutre et impartiale de la réalité sociale. Bourdieu, comme je le disais, croit que l'essence de la réalité sociale est directement visible dans ses manifestations. Cela manque de profondeur historique et repose uniquement sur les déclarations du sociologue lui-même. Encore une fois, c'est exactement ce que lui disait aussi Fernand Braudel. Quant à la démarche statistique, l'effet qu'elle produit ne tombe pas du ciel, d'accord ? Faut-il rappeler
que les historiens épistémologues, des gens comme Paul Venn ou comme Kerr notamment, ont montré que finalement les faits sont toujours une production. La production par l'épistémologue, par l'historien lui-même, d'un découpage du réel, ce qui va faire que je vais segmenter. Par exemple, je vais étudier une période historique particulière que je vais délimiter, et donc je vais essayer de justifier cette délimitation en produisant un objet historique, d'accord? Pourquoi 39 44 par exemple, ou pas 39-45, où est-ce que je le délimite, comment est-ce que je constitue mon objet historique, d'accord, ce que chaque historien s'efforce de faire. Et donc dans Qu'est-ce que l'histoire d'ailleurs, Kerr nous dit très bien, la nécessité d'établir des faits de base ne repose pas sur leur caractère intrinsèque, mais sur une décision a priori de l'historien, d'accord, chose qu'on retrouve là aussi chez Paul Ricoeur, etc. Donc reprenons. Or, sous couvert de neutralité axiologique et méthodologique, pour atteindre une quelconque objectivité, se glisse en fait une recomposition signifiante permanente, un découpage de ce qui doit être signifiant ou non par le sociologue lui-même. Il y a alors une double donation de sens selon l'antéprédicatif, d'accord? On donne du sens à partir d'éléments qui sont hors sol, hors du monde. D'abord dans la manière dont les données sont constituées, ensuite dans la manière dont elles sont interprétées. Le choix des questions posées, comme le découpage antérieurement admis de ce qui doit être retenu comme signe, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur ces signes qui participeraient du capital économique plutôt que d'autres, etc., sont le produit même du code épistémique, donc de la méthodologie si vous voulez, proposée en amont par le sociologue. Si bien sûr les réponses apportées par les sujets ne sont jamais prises en tant que telles, Bourdieu et Passeron ont suffisamment insisté là-dessus, et nous ne sommes pas en train de faire un homme de paille, d'accord? Nous les avons lus, nous avons longuement étudié ces questions-là. L'interprétation qu'en fait le sociologue et sa restitution sont régis par un résultat et un découpage qui existent préalablement à toute réponse, d'accord? Dans la manière dont ces réponses vont être confectionnées, dans la manière dont on va aller chercher certains signes plutôt que d'autres. Hein. Vous savez, Kant disait à raison, dans la critique de la raison pure, que la raison ne perçoit bien que ce qu'elle produit elle-même, d'accord? C'est-à-dire que si finalement je m'efforce d'aller chercher dans une classe sociale un ensemble de signes, je vais non seulement finir par les trouver, mais je ne vais surtout plus ne voir que cela, d'accord? Et donc passer probablement à côté de tout le reste. Hein, ce qui est un problème épistémologique de base dans n'importe quelle science que ce soit, et c'est souvent la raison pour laquelle d'ailleurs, dans les sciences de la nature, que ce soit chez Pasteur, Becquerel ou tant d'autres, finalement ce sont des gens qui n'étaient pas directement au contact de la discipline dans un premier temps, qui ont fait des découvertes parce qu'ils avaient un autre regard sur la chose. Donc l'interprétation qu'en fait le sociologue et sa restitution sont régis par un résultat et un découpage qui existent préalablement à toute réponse de ces questionnaires-là, d'accord? Dans la manière dont c'est orienté. Cette recherche de neutralité et de falsifiabilité, hein, puisque je rappelle encore une fois quand même que Bourdieu dit dans le À voix nue sur France Culture en 88, je pense qu'on est fondé à parler de science, même si notre science est débutante, balbutiante. Il y a malgré tout une séparation de nature entre l'effort scientifique que fait l'historien, l'ethnologue, le sociologue ou l'économiste, et ce que fait par exemple le philosophe. Nous travaillons à être vérifiables ou falsifiables, d'accord? Ici, Père Bourdieu, c'est sa déclaration la plus néo-positiviste qui soit, qui est totalement contraire au marxisme, aux questions épistémologiques que j'ai pu développer, dans lesquelles je m'inscris, totalement en opposition avec le courant lié à Goldman, en l'occurrence, dont pourtant il vole le syntagme, etc. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, notamment, il prend des grosses distinctions avec la philosophie comme outil de l'entendement et de la raison, justement, pour ne pas sombrer dans l'empirisme et ne pas étudier que la manifestation, mais user du détour qu'est l'histoire pour saisir une réalité. Et en plus de ça, il s'agenouille devant la falsifiabilité de Popper, qui est un critère établi exclusivement par Popper, et sans grande démonstration. Là aussi, dans mon livre Pourquoi je suis communiste, je reviens abondamment sur ces différents points à la lecture de Popper. Donc j'ai pas le temps de m'y arrêter là. Donc cette recherche de neutralité et de falsifiabilité, donc caractéristique du néo-positivisme et de sa volonté de plaquer les sciences humaines et sociales sur celles de la nature, et donc de confondre l'ordre politique et l'ordre naturel, tant d'emblée, trahit d'emblée la vocation falsificatrice du sociologisme. D'accord ? On confond un ordre politique, comme je disais tout à l'heure, qui est l'ordre au mieux de la détermination, mais d'une détermination par la prise de conscience de celle-ci, on peut s'en émanciper, d'accord ? Si je prends conscience de mes déterminations,
Si je sais pas, par exemple, j'ai tendance à procrastiner, j'ai tendance à pas suffisamment faire de sport, etc. Et que je décide d'agir dessus, ma liberté de sujet me permet de transformer cela. Alors que l'ordre naturel, c'est celui du déterminisme, du rapport de causalité, d'accord? C'est-à-dire que finalement, ce qui nous permet d'avoir justement un système scientifique, c'est parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, ce qui n'est pas le cas, fort heureusement, dans l'ordre politique et social ou historique, où justement les choses sont amenées à se transformer. Ici, Bourdieu confond les deux ordres, finalement. Hein, encore une fois, Bourdieu, en fait, la complexité, c'est que on pourrait nous renvoyer à des écrits où il dirait mais non, vous voyez, Bourdieu ne dit justement pas ça dans sa méthodologie. Oui, mais dans sa pratique et dans ce qu'il relève, notamment dans la distinction, en réalité, il est en désaccord lui-même avec les biais épistémologiques qu'il pouvait dénoncer par ailleurs. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en réalité, Bourdieu se retrouve dans une fonction de légitimation des classes dominantes dès lors qu'il passe dans la restitution d'un ensemble des systèmes de signes. En fait, en évacuant le procès de production et par là la dialectique de la parenté et des métiers, Bourdieu ne peut trouver dans ce qu'il analyse que ce que lui-même y a placé, tout simplement. Comme toutes les œillères, celles de l'expression idéologique de classe sont rendues invisibles par ceux-là même qui les portent le mieux, et Bourdieu en est ici l'épigone. De nouveau, il ne s'agit pas de dire que l'accumulation de signes présentés est sans intérêt ou même absolument faux, mais que cela ne fait que camoufler brillamment le procès de production, sans que cela n'apporte de moyens de compréhension et surtout de transformation du monde historique et social. Et Clouscar de dire, dans Critique des journalistes libertaires, page 249, mais l'approche de Bourdieu descriptive et partielle fait d'une situation momentanée une quasi-structure, d'accord, donc la situation de la classe bourgeoise à telle époque, d'accord. Ce défaut est inhérent au sociologisme qui écarte méthodologiquement, c'est-à-dire il y a une volonté d'écarter, d'accord, les déterminations par le procès de production. C'est dans ce sens qu'il nous est tout à fait possible aussi de reconnaître à Bourdieu sa parenté avec Weber bien plus qu'avec Marx. C'est encore pourquoi, là où Marx et les marxistes pensent les rapports de nomination dans une inscription dans le procès de production, c'est-à-dire comme dépendante notamment de l'exploitation, comme processus, d'accord, qui est un processus historique, d'accord. L'exploitation n'est pas liée à une structure, mais elle est liée à un processus, à une interaction, d'accord, qui définit dans le procès de production la place que chacun occupe, d'accord, selon qu'il soit détenteur des moyens de production ou non. Le sociologue s'emploie à ne plus penser que des structures de domination et de reproduction qui désarment les classes populaires. C'est le retour du pourrissement de l'histoire, d'un temps qui serait comme figé parce que le reflet de la conscience bourgeoise qui cherche à perpétuer sa domination, mais bien parce que c'est là sa fonction qui justifie la présence de ces rapports sociaux particuliers et non l'inverse. Clouscar d'ajouter encore, le sociologisme utilise des catégories d'explication a priori antérieures à la dialectique du système des métiers et du système de la parenté. Il faut faire le contraire, c'est cette dialectique qui engendre les catégories de l'entendement et de la sensibilité. Celles-ci ne sont que des modes d'expression de la généalogie. D'accord ? C'est l'histoire qui dit du sujet et des classes sociales ce qu'elles sont, et non pas ces classes sociales ou le sujet en tant que tel, qui peut se suffire à lui-même pour justifier ce qu'il est, puisque justement, au fil de l'histoire, il est amené à évoluer. Et donc, c'est plutôt l'histoire, le procès de production, les dynamiques liées au métier, à la production, au travail, à la structuration familiale, qui traduit ce qu'est l'individu, d'accord, dans la réalité sociale, de la même manière que tout système de parenté détermine en amont l'individu, puisque quand il naît à la fois en étant un fils, par exemple, ou une fille, tout en étant une nièce, tout en étant potentiellement une tante, etc., etc., d'accord, elle se trouve structurée par un ensemble social d'emblée qui dit quelque chose de lui, et c'est pas l'inverse. C'est donc l'engendrement qu'il faut établir, le procès de production. Le structuralisme à la Lévi-Strauss et la sociologie à la Bourdieu permettent d'éluder cette connaissance. Il faut écarter les a priori antérieurs à la réalité à définir, les schémas préétablis transcendant à l'histoire qui, inconsciemment, décident, en un constructivisme ethnologique ou sociologique, d'une réalité historique qui n'est qu'une qualité seconde, attribut subsidiaire. Il faut proposer, au contraire, l'engendrement des catégories de la connaissance par l'histoire, par la praxis. L'être et le faire s'engendrent réciproquement. Le faire de classe produit le savoir de classe. La dialectique du système de la parenté et du système des métiers produit l'être de classe, et celui-ci, les modalités de sa représentation. La critique qui s'ensuit porte donc sur l'usage de catégories
non fonctionnels employés par le sociologue du fait de ce refus de l'histoire pour penser ces catégories. Certaines catégories de pensée permettent de mieux voir le réel, ce qui est le propre d'ordinaire de la démarche conceptuelle, tandis que d'autres catégories permettent au contraire d'occulter le réel. C'est le propre de toute la dynamique néo-kantienne mise en lumière par Michel Louskar. Le néo-kantisme étant une donation de sens par l'antéprédicatif, c'est-à-dire une explication, une analyse du monde qui ne tient pas compte de l'histoire, une donation de sens par le signifiant et le vol du référent, c'est-à-dire finalement on s'intéresse davantage à ce qui est dit et au texte, etc., plutôt qu'à la réalité telle qu'elle est. Pour aller vite. En réalité, Pierre Bourdieu, et donc les néo-kantiens, dans leur ensemble, négligent volontairement le travail conceptuel pour y substituer, inconsciemment parfois, des représentations par l'entremise de la donation de sens par l'antéprédicatif, la donation de sens par le signifiant et le vol du référent notamment. Nous retrouvons le même phénomène aujourd'hui chez des sociologues disciples de Bourdieu. Nous pourrions par exemple citer Nicolas Framont, dont j'ai déjà parlé dans un des premiers ELC que vous retrouvez sur la chaîne, d'accord, qui, comme les Pinsons Charlot, se dit sociologue de la bourgeoisie. C'est intéressant, parce qu'on se demande s'ils étudient la bourgeoisie ou si c'est les sociologues au service de la bourgeoisie. Nous sommes en droit de nous demander donc en quel sens, puisqu'en effet le sociologisme se fait plutôt au service de la bourgeoisie. Nous retrouvons d'ailleurs chez ces sociologues les mêmes signifiants vides, que je critiquais abondamment dans mon livre Marxisme et intersectionnalité, comme celui, signifiant vite, de sous-bourgeoisie, qui n'est qu'un syntagme, si ça vous intéresse, encore une fois, sur la chaîne, dans les premiers EALC, les entretiens d'actualité que je donnais, j'explicite tout ça à propos de Nicolas Framont, vous verrez que ce n'est pas sans lien avec ce que l'on vient de voir, d'accord. Donc, le signifiant vide de sous-bourgeoisie employé par Nicolas Framont, qui n'est qu'un syntagme vide, en dehors de toute lecture historique comparativement au développement des couches moyennes salariées. La sous-bourgeoisie est une bonne formule, mais pas un concept. En ce sens, le sociologue produit davantage des slogans propres à la com qu'un travail sociologique au sens le plus sérieux du terme. Nicolas Framont confond d'ailleurs la dite sous-bourgeoisie avec une classe sociale, en l'absence de définition claire. Or, par définition, les couches moyennes salariées ne se présentent pas à la manière d'une classe sociale. Or, là où le concept éclaircit le réel, les représentations le tronquent et produisent bien un effet de théorie. C'est là encore une donation de sens par le signifiant. C'est le signifiant qui propose une représentation, c'est-à-dire la représentation, d'accord. C'est le signifiant qui propose une représentation dans la manière dont le réel devait être perçu, et non le réel, la praxis, qui fait sens. La notion de champ employée par Bourdieu n'est en fait qu'une représentation a priori qui évince par là même une détermination objectivable. La démultiplication des champs retire en fait toute détermination explicative. Or, aussi inadéquate qu'elle puisse être, la détermination, qui n'est pas un déterminisme de classe, au contraire, parce qu'elle est objectivable dans son rapport au procès de production, et donc au référent et non simplement au signifiant produit par le sociologue, d'accord. Il y a bien une réalité liée au référent, c'est-à-dire au procès de production, c'est-à-dire au réel en tant que tel, de la situation de classe d'un individu par rapport au procès de production, peut rendre compte du réel sans démultiplier, cette réalité-là, les représentations qui correspondent seulement au code épistémique du sociologue. On ne projette pas, quand on tient compte de l'histoire et de ce qui est réellement objectivable par des situations sociales réellement occupées, on n'a pas besoin d'un code épistémique qui vient tronquer la réalité. Cette opération du sociologue n'est pas anodine, puisqu'elle signale un refus de l'articulation réelle entre la base économique et la superstructure idéologique pour s'en tenir à la seule superstructure, et dans son aspect exclusivement synchronique et non diachronique. C'est ainsi que des catégories relationnelles peuvent être produites, mais en dehors du fonctionnel. Ce qui est occulté inconsciemment par Bourdieu, ici et par le sociologisme, c'est donc la dialectique du système des parentés et des métiers, nous l'avons dit, et la codification surtout de la bourgeoisie qui se produit non pas dans un monde social figé, mais comme réponse fonctionnelle à son maintien en tant que classe dominante parasitaire, d'accord. C'est-à-dire que la bourgeoisie, ou la classe dominante si vous préférez, a tout intérêt à produire un discours sur le réel auquel elle a vocation à tous nous faire adhérer pour se justifier en tant que classe dominante. Ça peut être évidemment la question du mérite, etc., que Bourdieu dénonce par ailleurs. Mais il y a toute une codification opérée par la bourgeoisie, par l'entremise aussi des intellectuels et du sociologiste, qui lui permet en réalité de dire quelque chose de ce qu'elle est en tant que classe, alors que ce n'est pas le cas, j'y reviendrai, et de maintenir cet écart social. Typiquement, dire d'une classe bourgeoise qu'elle l'est parce qu'elle dispose d'un capital culturel supérieur, par exemple, alors, on va y venir, que c'est par l'entremise
d'un réseau. On l'a vu par exemple avec la nomination récente de Gabriel Attal. Gabriel Attal n'est par bien des aspects pas tellement plus cultivé ni plus intelligent qu'un autre. Par contre, il bénéficie d'un réseau, d'un système qui est ce que Kluskar appelait les systèmes de la séduction, etc., qui en réalité rend possible justement cette ascension. Or, laisser entendre que la bourgeoisie et classe dominante parce que serait plus cultivée ou plus intelligente, c'est dans le même temps déjà légitimer cette classe en tant que telle et proposer aux classes populaires de se voir comme des victimes avec une sous-culture. En réalité, c'est faire le jouet de ce que Bourdieu prétend dénoncer, mais on va y revenir. La bourgeoisie, en tant que classe dominante, a nécessairement besoin de s'appuyer sur son pouvoir économique par l'intermédiaire de l'appareil productif et sur un réseau d'échanges, le tout devant nécessairement être fonctionnel pour que la bourgeoisie puisse persévérer dans son être de classe et entretenir sa domination. Kluskar montre donc que le mode de production capitaliste, dont les sous-modes de production que sont le capitalisme concurrentiel libéral, le capitalisme monopoliste et le capitalisme monopoliste d'État, connaît chaque fois des crises qui engendrent des mutations qui laissent apparaître ces différents sous-modes de production comme autant de réponses par la bourgeoisie de son maintien effectif en tant que classe dominante. La domination réelle de la bourgeoisie après sa prise de pouvoir politique se concrétise par sa force de décision sur l'appareil productif, mais aussi dans les représentations idéologiques. D'accord ? La bourgeoisie, à la fois, produit un code qui la légitime en tant que classe, dans le même temps où elle prend possession de l'outil de travail et des institutions. Elle doit alors faire face au surplus de classe qu'elle engendre, ce qui définit bien le système de parenté de la bourgeoisie dans son rapport direct au métier. Donc on y revient, j'avais expliqué tout à l'heure, Kluskar dit, page 148-149, cette détermination est doublement constituée par le système de la parenté et par les rapports de production, par la famille et par le métier. C'est le double enracinement organique du libéralisme, car la dérive se fait dans des métiers nouveaux, selon une relation du père et du fils, de l'aîné et du cadet, de la fille et du fils. À la base, c'est une promotion sociale. Le bas des couches moyennes, employés, petits fonctionnaires, techniciens, etc., échappe par le nouveau métier à la condition ouvrière et paysanne. Cette promotion se dispose selon plusieurs étapes. On connaît le modèle proposé par la Troisième République, moment d'expansion essentielle du capitalisme concurrentiel libéral, en voie de monopolisation. Le fils de paysan pouvait devenir petit fonctionnaire, l'idéal instituteur, et celui-ci pouvait avoir un fils dans les professions libérales. La dynamique va de la base vers le moyen, éventuellement cas d'espèce vers le haut. Dans cette organicité, relation d'immanence du système de la parenté et des rapports de production de la famille et du métier, nous avons les conditions a priori de l'idéologie sociale démocrate. Ces différents développements, sur lesquels je ne reviens pas immédiatement, produisent donc les couches moyennes salariées. Le surplus de classe de la bourgeoisie laisse des enfants sur le carreau, ce que j'expliquais tout à l'heure, sans capital. Il leur faut donc trouver d'autres atouts pour ne pas être déclassés. Et la littérature classique d'ailleurs, et notamment Les Illusions perdues ou Bel Ami de Maupassant, les Illusions perdues de Balzac et Bel Ami de Maupassant, ne font que retracer ces itinéraires des enfants de la bourgeoisie qui, par le jeu de la séduction ou le recours à une culture plus conséquente, s'inscrivent dans la participation à de nouveaux métiers, qui constituent autant d'intermédiaires entre la bourgeoisie financière et industrielle et le prolétariat ouvrier. La constitution donc de ces couches moyennes, pour reprendre la terminologie de Kluskar, qui n'ont pas à voir donc avec les classes moyennes, qui sont eux les petits propriétaires de leurs moyens de production, se réalise par un double mouvement ascendant et descendant. La dynamique ascendante qui regroupe des enfants issus du mode de la production, du monde de la production qui accède aux études et aux nouveaux métiers, instituteurs, secrétaires, etc., et une dynamique descendante par le surplus de la classe de la bourgeoisie qui connaît des emplois de service pour le capital ou qui occupe les professions libérales, avocats, médecins, etc., jusqu'à recouvrer une dynamique sociale ascendante. La bourgeoisie ayant pris le pas sur l'aristocratie peut donc se maintenir au pouvoir par un jeu dialectique qui rend possible la régulation et le recyclage de sa propre classe par ce système des métiers nouveaux. Les métiers de la séduction, l'animation, le photographe, le producteur, l'animateur télé, etc. Le relationnel est donc un processus intimement lié au fonctionnel. D'accord, on ne peut pas uniquement faire l'analyse relationnelle d'un système de signes sans tenir compte de la manière dont il s'est engendré et de la fonction qu'il remplit. Or, Bourdieu ne le fait pas. Or, donc, dès qu'un découpage a lieu entre le relationnel et le fonctionnel, cela donne des représentations figées du monde social telles qu'elles existent chez Bourdieu. La distinction, le livre de Bourdieu, omettant les processus de distanciation fonctionnelle pour ne plus repérer qu'un ensemble de signes distinctifs qui sont sortis de leur rapport direct à l'histoire et aux crises et mutations du rapport social capitaliste. Qu'un tel porte plutôt des costards que des joggings et qu'il lise davantage de romans que de revues périodiques n'est ni faux,
ni totalement vain, mais cela n'a rien de fonctionnel ni de bien révolutionnaire. D'accord ? Il faut donc proposer les lois qui encadrent et surdéterminent les éléments de la description de Bourdieu, qu'il a pu proposer notamment dans la distinction. Il ne suffit pas à Bourdieu d'avoir des prétentions méthodologiques matérialistes. En fait, Bourdieu, l'un de ses défauts principaux, y est que la réalité concrète et sensible n'est conçue que sous la forme de l'objet. Or, ni la matière historique, ni les rapports sociaux, qui peuvent être analysés sur le plan relationnel, ne nous sont jamais donnés. Ils sont en fait le produit du travail humain, d'une pratique sociale qui s'objectifie dans le monde. Mais Bourdieu ne voit pas que le monde sensible qui l'entoure n'est pas une chose donnée de toute éternité, mais le produit de l'industrie et des rapports sociaux. Mais la critique de Kluskar, que j'ai largement élargie ici, puisqu'encore une fois, c'est un travail de synthèse et de prolongement, puisqu'il y a très très peu de pages. Tout ce que je vous dis là est un retravail, d'accord, à partir des éléments marxistes et de l'épistémologie développée par Kluskar, pour mieux saisir la critique qu'il fait de Bourdieu, puisque en tant que telle, cette critique n'existe pas vraiment dans le livre. Alors, elle n'existe pas vraiment, elle est suggérée, parce qu'elle doit être comprise à partir de ce matériel-là, d'accord ? C'est la raison pour laquelle j'essaie ici de développer un propos le plus pédagogique possible. Mais la critique de Kluskar donc s'arrête pas là. Il voit chez Bourdieu et Baudrillard, donc Jean Baudrillard, chez lequel il y a des choses tout à fait intéressantes. Néanmoins, encore une fois, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais de comprendre l'inscription et les fonctions idéologiques. Il voit donc chez Bourdieu et chez Baudrillard une dualité de complémentarité. Pourtant, Baudrillard, le libertaire anti-Bourdieu, se présente là encore en apparence comme totalement en opposition vis-à-vis du sociologue. Pourtant, nous dit Kluskar, toujours dans Critique de l'analyse libertaire, page 247, il faut d'abord croire que la bourgeoisie fonctionne comme Bourdieu l'indique, d'accord ? Et donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire par ce système de signes et de ces quasi-structures figées, etc., et non pas par le mouvement historique et les métamorphoses qui traversent les classes sociales. Donc il faut d'abord croire que la bourgeoisie fonctionne comme Bourdieu l'indique pour pouvoir croire échapper à ses déterminations par la séduction comme Baudrillard la conçoit. Ainsi se constitue le plus parfait camouflage de l'ordre réel de la distinction et de la séduction. En renvoyant Bourdieu et Baudrillard dos à dos, Michel Kluskar continue d'épouser une trajectoire tout à fait hegelienne. Il montre l'engendrement réciproque du néopositivisme d'un côté et du romantisme irrationaliste de l'autre, sur lequel j'ai maintes fois insisté ici, notamment lors aussi de mes entretiens lorsqu'il était question de Balenciaga, notamment de la pédophilie à Balenciaga, mais aussi dans mes cours et séminaires que vous retrouvez sur le site instituthumanismetotal.fr, qui est très important pour comprendre notre société. Les deux ayant en commun le fait d'évacuer la raison et la liberté au profit tantôt de l'entendement ou des passions, Baudrillard est la quintessence de ce que Kluskar nomme l'idéologie du désir, c'est-à-dire la réduction des désirs au marché et l'employabilité du désir comme justification de l'expansion de ces nouveaux marchés. Kluskar nous dit, Baudrillard témoigne d'une continuité idéologique encore plus exemplaire que celle des nouveaux philosophes. Il dit inconsciemment, évidemment, la continuité inexorable du gauchisme au consensus du libéralisme social libertaire. Il révèle sans s'en douter la logique de la contestation qui liquide la vieille société au nom de l'ultra-gauche pour promouvoir une nouvelle société de la contre-révolution libérale. Bourdieu fait croire en une reproduction sociale de classe qui serait fermée à toute forme de séduction, d'accord ? Comme si cette reproduction, elle était le fruit. En fait, Bourdieu, il nous parle de la classe bourgeoise du milieu du 19e siècle, d'accord ? Lettrée, quelque peu philanthrope, sans dire que ce soit nécessairement positif, d'accord ? Ça pose des problèmes par ailleurs, mais vous voyez, propre sur elle, traditionnaliste par certains aspects, autant d'éléments contradictoires à la classe dirigeante d'ailleurs, hein, qui fait qu'elle vole elle-même en éclats. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est analyser ces contradictions entre une classe dirigeante à la fois libérale et traditionnaliste, mais dont l'expansion des marchés ne permet pas et ne rend pas possible du coup cette tradition et qui donc va éclater. Bourdieu nous parle d'une classe bourgeoise et dominante qui en réalité d'emblée n'existe plus quand il en fait état. Et simplement comme il est biaisé par le matériel idéologique et sociologique qu'il prétend employer, bah, il nous fait l'établissement d'une classe qui nous empêche donc de comprendre la réalité des mutations des classes sociales et donc de nous en émanciper et d'émanciper justement de comprendre correctement la lutte des classes et donc nos moyens de lutter. Donc Bourdieu fait croire en une reproduction sociale de classe qui serait fermée à toute forme de séduction, tandis que Baudrillard présente la séduction comme le moyen de contourner cette reproduction sociale. Or, l'un et l'autre oublient que la séduction
est justement l'atout majeur de la reproduction sociale de la classe dominante qui a besoin de recycler un surplus de classe dans les métiers de l'animation et de la culture, d'accord? C'est aux antipodes de ce qui nous est présenté par Bourdieu. Bien loin de s'opposer, les deux se confondent allègrement. C'est pourquoi la réponse indirecte de Baudrillard comme sortie de l'ordre n'apparaît subversive que parce qu'elle se présente en un temps où l'objet de sa critique est déjà révolu, et donc par là même admissible, d'accord? On entend cette critique parce qu'en réalité, on est déjà passé outre. Il s'agit de la critique d'un capitalisme à papa dont les fondements n'ont cessé d'être ébranlés depuis mai 68 au moins. Kloskar nous dit: ce sociologisme porte aussi en lui une étonnante ignorance de la radicale mutation historique de la société française, celle des Trente Glorieuses, que mai 68 a accélérée et qui s'est accomplie dans le consensus de l'hégémonie culturelle et politique des nouvelles couches moyennes. Bourdieu témoigne aussi de la totale méconnaissance de la réalité économique, pourtant combien décisive en ces deux moments constitutifs, ascendance et crise. Il en résulte qu'il en reste à une conception traditionnelle, formelle, académique, de la lutte des classes à partir de laquelle il va privilégier certaines données. D'accord ? Encore une fois, en pensant la bourgeoisie comme ce qu'elle a été et en imaginant qu'elle est toujours la même, on la définit et on relève chez elle un système de signes qui correspond à l'idée qu'on s'en fait et non pas à ce qu'elle est devenue de par les mutations du processus de production. Ainsi, la distinction, et il en propose une interprétation dont il fait une détermination fondamentale de la bourgeoisie, alors qu'elle ne rend compte que d'un moment de cette bourgeoisie. La distinction n'est pas constitutive de l'affrontement bourgeoisie-classe ouvrière. De classe à classe, on ne se snobe pas car ce n'est pas le problème, on ne se rencontre jamais dans les lieux de la concurrence mondaine. On l'avait signalé tout à l'heure. En fin de compte, Bourdieu ne tient pas compte du développement des nouvelles couches moyennes. Il ignore donc la métamorphose centrale des classes sociales et notamment l'apparition de couches sociales expressément déterminées par le principe de jouissance sans l'avoir, d'accord ? Ces classes sociales-là sont déterminées par ce qu'on appellerait vulgairement la promotion canapé notamment, par un ensemble de réseaux qui passent effectivement par tout ce que l'on voit de plus dégueulasse d'ailleurs dans la petite bourgeoisie intellectuelle et cette fameuse bourgeoisie de gauche où finalement la sphère privée et la sphère publique ou professionnelle plutôt sont souvent intimement liées, et d'une jouissance sans l'avoir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le capital, ils n'héritent pas du capital justement, et c'est parce qu'ils n'en héritent pas qu'ils se recyclent et qu'ils produisent à la fois une codification, un discours sur le réel et un nouvel ensemble de métiers qui existent et qui viennent être des couches tampons entre les classes productives. Décidément, on n'en finit plus avec les mensonges du gouvernement. Cette fois-ci, on parle des faux diplômes de Gabriel Attal. Je vous explique. Sciences Po vient de confirmer qu'il n'y avait pas de validation d'acquis de compétences en 2013 et qu'en conséquence, M. Attal n'aurait pu bénéficier légalement d'un diplôme. En gros, il ne s'est pas rendu à ses examens de fin d'année et du coup il ne peut pas valider son diplôme. Or, M. Attal a eu son diplôme de Sciences Po en mai 2013, alors qu'il faisait partie de la promotion 2012. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il occupait depuis mai 2012 l'un des postes les plus chronophages de la République, conseiller ministériel. À temps plein, payé 6 000 € par mois au ministère de la Santé, domaine sur lequel il n'avait aucune compétence, obtenu grâce à un piston de sa meilleure amie, qui était alors la fille de la ministre, Marisol Toine. C'est un poste qui exige jusqu'à parfois 80 heures de travail par semaine. Il n'a donc pu suivre un quelconque cursus au cours de l'année universitaire 2012-2013. Mais il va cependant être diplômé en mai 2013. Mais alors, comment l'expliquer ? Comme l'attestent les documents fournis lors de cette enquête, la direction de Sciences Po a décidé de lui offrir son master en récompense de son recrutement dans un cabinet ministériel. Ce sont des arrangements courants à Sciences Po avec des élèves qui peuvent servir de relais par la suite. Alors qu'il n'allait pas réussir à obtenir ce master, pourtant quasiment offert aux étudiants de Sciences Po, et qu'il devait donc redoubler, M. Attal va donc se voir offrir son seul diplôme connu par copinage. Rappelons que M. Attal, contrairement à ce qu'il a affirmé, et comme cela a été depuis confirmé aux Échos, n'a pas non plus suivi d'études de droit à Assas où on lui avait pourtant permis d'entrer en L3 directement. Décidément, prouver les mensonges quotidiens de ce gouvernement, ça devient un sport. Existent et qui viennent être des couches tampons entre les classes productives et le grand capital. C'est en ce sens donc que Bourdieu participe aussi de la légitimation du discours dominant intériorisé par les classes populaires. En effet, Bourdieu entérine l'existence d'une culture qui pourrait être jugée légitime parce que supérieure, chose qu'il concesse bien sûr par ailleurs, mais là n'est pas le problème. Mais en ratifiant la nécessaire défaite des classes populaires d'accéder à cette culture, il laisse encore entendre que celle-ci aurait quelque chose de fondé dans une période où la légitimité s'acquiert en réalité par des processus liés en propre à la séduction.
D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, Bourdieu continue, ce que je disais tout à l'heure, à laisser entendre que la classe bourgeoise est supérieure parce qu'elle possède une culture, voire une intelligence supérieure à laquelle il a été possible d'accéder, alors qu'aujourd'hui, les réseaux promotionnels se font principalement par l'argent et par les systèmes de séduction. C'est d'ailleurs aussi ce qu'explique depuis des années Todd sur nos prétendues élites, d'accord? Euh, Todd qui, par bien des aspects, est aussi très néopositiviste, mais bon, c'est intéressant de le noter pour que vous compreniez aussi que cela n'émerge pas uniquement de ma volonté négative ou que je sais. D'ailleurs, dans un article du Socialter du 15 novembre 2021, je cite Todd qui disait Vous savez, je reviens de Bretagne, où je passe désormais la moitié de ma vie, et pas seulement à cause des confinements. Je pense que j'ai trouvé là-bas le concept qui correspond parfaitement aux écoles de commerce. Elles sont l'algue verte qui couvre le rocher universitaire de la société française. Grâce à elles, le taux de crétins diplômés ne cesse d'augmenter. L'essor actuel de ce type de formation, où l'on achète des titres tamponnés par l'État qui permettent ensuite d'occuper des situations de rente, devient une vraie menace d'improductivité pour la société. Plus largement, les jeunes sont actuellement incités à traîner dans des études supérieures, non pour acquérir des connaissances, mais pour l'emporter sur d'autres jeunes dans l'obtention de titres qui leur donneront accès aux quelques métiers qu'il reste. Et puis, bien sûr, il ne faut plus parler de l'éducation supérieure comme un tout. En période d'effondrement industriel et de chute du niveau de vie, il nous faut d'abord et avant tout des chercheurs scientifiques, d'ingénieurs, des techniciens et des ouvriers qualifiés. Voilà les élites dont nous avons besoin et dont il faut augmenter les salaires dans l'intérêt de toute la collectivité. Bon, et contre les crétins diplômés. Vous voyez, Bourdieu est totalement à côté de la plaque sur la réalité de ce qu'est la classe dirigeante en réalité. En cela, Bourdieu produit une analyse qui n'a rien d'historique, mais qui essentialise les classes dominantes à partir de certains attributs dont l'histoire les a pourtant pris à dépourvu. Le sociologue continue alors de présenter comme malgré lui la classe dominante comme une élite au sens noble du terme, ce qu'elle n'est absolument pas. Et malheureusement, c'est comme ça qu'elle est souvent perçue, continue d'être perçue par les classes populaires, qui se sentent inférieures, qui se sentent victimes, qui se sentent dominées, qui ne se sentent pas à la hauteur, pas légitimes pour tenir tel discours, entendre telle chose, etc. Alors que, parce qu'elles s'imaginent une bourgeoisie, qui est celle décrite par Bourdieu, qui, dans les faits, malheureusement par certains aspects, n'en est plus rien, d'accord? Et qui est simplement arriviste et bénéficie d'un réseau très particulier. Et là encore, c'est tout à fait, par exemple, à la limite, c'est dire, d'accord? Bon, je ne vais pas me lancer dans la critique de Juan Branco maintenant, il y aurait tellement de choses à dire, parce qu'il passe sur tellement d'autres choses, mais quelque part, même Branco dans le Crépuscule est déjà plus avancé dans la manière qu'il a de percevoir la bourgeoisie que Bourdieu, par bien des aspects. Donc Klusker entend plutôt montrer et démontrer, notamment dans le capitalisme de la séduction ou la bête sauvage, qu'il y a un arrivisme de la séduction qui caractérise les nouvelles classes dominantes, qui se constituent seulement sur l'apparence sans disposer de l'avoir, c'est-à-dire du capital, de l'argent, du moyen de production, etc. La distinction n'est pas une structure propre à la bourgeoisie, c'est l'erreur de Bourdieu que de penser ainsi sous une forme antéprédicative. Son travail trouve davantage d'intérêt dans le fait de penser la distinction comme le moment historique particulier qui détermine la transformation interne d'une classe sociale qui est la classe dominante. D'accord ? À la limite, là, c'est intéressant. Mais c'est intéressant comme un moyen, comme un historien qui trouve des archives pour comprendre ce qu'a pu être la bourgeoisie en un moment donné. Mais comme Bourdieu, en plus de ça, décrit déjà une bourgeoisie qui n'est déjà plus ce qu'il prétend décrire, c'est compliqué. Ce dont il est question ici, c'est d'un renversement de la distinction qui s'opérait autrefois par le procès de production, d'accord, l'avoir, je me distingue par ce que je possède, et qui se fait désormais par l'inscription dans le procès de consommation, au seul titre de la jouissance, les signes des attributs du surcodage notamment, ainsi que par l'occupation de certains métiers de l'animation, recyclage d'ailleurs, notamment aussi au passage, il faut le dire, je fais une parenthèse ici, mais des streamers gauchistes, d'accord ? Ceux-là même qui véhiculent le mieux, et qui sont la plupart du temps très bourdieusiens d'ailleurs, qui véhiculent le mieux par l'usage qu'ils font des réseaux, ce système de promotion par la consommation et le signe. Je prends un moment pour m'expliquer là-dessus parce que c'est très intéressant. Dans l'usage que tous ces gauchistes notamment font du live tout en critiquant le capitalisme, le spectateur se métamorphose le temps d'un instant en un élément du spectacle lui-même, acquérant ainsi le privilège de co-créer quelque part l'émission qu'il contemple passivement d'ordinaire. Et cette capacité de partager le pouvoir créatif avec des diffuseurs exerce une fascination si puissante qu'il se trouve alors tout à fait enclin à payer
pour un streamer qui fait rien que de commenter le travail des autres et qui produit absolument rien, d'accord? Qui développe même pas des analyses très intéressantes et qui pille le travail des autres en permanence, d'accord? Donc, par l'impression qu'il a de co-créer, il se retrouve, le spectateur, totalement enclin à payer, à faire des dons, à donner, etc., pour être acteur de cette instantanéité. Pour ces petits streamers, cette interaction est un pilier fondamental car elle confère à leur programme, par ailleurs semblable à tous les autres, une attractivité unique. Un live ou un stream qui réussit se démarque par le fait que le spectateur se voit offrir le privilège de témoigner de sa propre implication narcissique dans le spectacle. Cette interaction engendre chez le spectateur une illusion de proximité avec le diffuseur, donc il joue tous ces streamers de gauchistes là. Alors, pourquoi je précise gauchistes? Parce que les autres, tous les streamers, c'est le cas aussi. Mais les autres, au moins, ils sont pas dans des prétendues valeurs, pas de pureté morale ou que sais-je. Alors que ces streamers gauchistes jouent avec les pires biais psychologiques du nihilisme de l'époque contemporaine, d'accord? Ils exploitent directement leurs spectateurs en pillant le contenu des autres, parfois le mien d'ailleurs, et en y apposant un commentaire et en faisant des hypothèses sur lesquelles ils ne comprennent rien, mais tout en créant une attractivité, d'accord, en stimulant les plus bas instincts de leurs spectateurs et en leur faisant participer, se rémunèrent gracieusement sans rien avoir produit en réalité. Ce sont des parasites sociaux intégraux qui méritent même pas qu'on s'y intéresse normalement. Le problème, c'est qu'effectivement, ils jouent sur des biais pulsionnels qui font que finalement, ils entraînent tout un groupe avec eux, d'accord? Et dans cette relation, hein, dans cette pseudo-relation, dans ce rapport entre le diffuseur et le spectateur, le diffuseur est perçu non seulement comme un père, mais aussi comme un ami fictif avec qui le spectateur partage un projet commun au sein d'une communauté virtuelle, forgeant un sentiment d'appartenance presque clanique. Et c'est ça qui les maintient, c'est de jouer de l'atomisation libérale. C'est sur ça que les gauchistes et streamers s'enrichissent. Et tandis que dans le même temps, dans leur incompréhension clanique, dogmatique et sectaire, notamment du marxisme d'ailleurs, ils m'accusent moi d'être un businessman qui est formé des centaines voire des milliers de personnes à l'heure actuelle et qui effectivement vit sans aucune forme d'exploitation ni de spoliation des cours, des séminaires et du travail intellectuel que j'ai pu mettre en place, mais aussi du travail de terrain que j'ai pu mettre en place depuis des années et que vous pouvez constater depuis quelque temps sur cette chaîne au travers des séminaires qui existent, tandis que tous ces blaireaux ne produisent absolument rien. Petite parenthèse qui me semblait intéressant. Et en parlant de blaireaux, j'ai envie de dire, nous en réalité, nous sommes comme ces aigles qui finalement se font piquer du bec par des corbeaux, mais ne leur disent rien parce qu'il leur suffit de voler plus haut pour que les corbeaux meurent. Et voilà ce que nous faisons et nous produisons euh, quelque chose de sérieux et de bien réel. Bref, revenons-en à Bourdieu. Kluskar montre donc que le sociologisme de Bourdieu, et on va en terminer ainsi, opère un retranchement dans la connaissance qui empêche finalement d'accorder au savoir de la réalité sociale. Bourdieu dresse les traits d'une bourgeoisie qui n'est plus sans tenir compte de ce qu'elle ne devient, ni de ce pourquoi elle a pris la forme qu'il peut décrire dans la distinction. Les prétentions épistémologiques et matérialistes qu'il avance de bonne foi s'effondrent alors devant le continent sociologique qu'il prétend ouvrir et qui n'est en fait qu'une impasse anhistorique dans la connaissance du monde social. Le duo de complémentarité Bourdieu-Baudrillard est donc contre-révolutionnaire en ce sens qu'il présente la bourgeoisie comme ce qu'elle n'est plus et qu'il donne comme moyen de l'émancipation ceux qui s'avèrent en réalité être ceux de cette bourgeoisie, la séduction, qui ne cesse de muter pour maintenir sa domination et une existence en tant que classe. Or, le néo-kantisme, par son découpage du monde, nous fait méconnaître l'unité contradictoire du positivisme et du romantisme, du néo-positivisme et du postmodernisme, que je m'efforce sans cesse d'analyser, de détailler et de dénoncer, parce qu'il tend à isoler et à poser comme nécessairement antagonique ce qui est complémentaire. Et je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cela vous a intéressé. Plusieurs vidéos avaient disparu de la chaîne. Est-ce que tu peux nous en expliquer les raisons, s'il te plaît, Loïc? Oui. Alors, effectivement, on va revenir là-dessus puisque cela a été remarqué. Bon, ça risque d'en décevoir plus d'un parce que derrière les mille et une hypothèses qui ont pu être émises quant au fait qu'on aurait retiré certaines vidéos ou que j'aurais retiré certaines vidéos et non d'autres pour telle ou telle raison, se cache en réalité quelque chose de beaucoup plus trivial, de beaucoup plus simpliste qui tient notamment
au manque d'ergonomie du site YouTube en tant que tel. Et donc finalement, vous l'avez vu, il y a eu un passage de la chaîne qui était exclusivement à mon nom à maintenant qui la chaîne porte le nom de l'Institut. Et vous avez pu voir, comme je le signalais tout à l'heure, des interventions d'autres de mes camarades et d'autres sont encore évidemment à venir. Et donc, à l'occasion effectivement de ce changement-là, tant pour des raisons juridiques d'abord, parce qu'il y a eu quelques polémiques, etc. Vous savez qu'aujourd'hui sur YouTube, les polémiques arrivent très vite et finalement derrière la polémique, la judiciarisation, etc. Donc on avait en tête de retirer toute vidéo qui pouvait pour X raison être diffamante et ou subir aussi des contrôles de droit à l'image, etc. Ce genre de choses est extrêmement pénible, tant donc pour ces raisons-là que pour aussi éliminer les vraies certaines vieilles vidéos qui dénotaient un petit peu avec l'image nouvelle de la chaîne. Eh bien, on avait considéré qu'il fallait retirer certaines vidéos. Le problème, c'est que confronté d'un au manque de temps, parce que je démultiplie les activités et que je manque énormément de temps, tant un problème lié, encore une fois, à cette ergonomie, eh bien, YouTube ne permet pas facilement de supprimer telle ou telle vidéo qu'il aurait en plus fallu revisionner, etc. Et dès lors que vous cochez une vidéo, que vous cherchez à la supprimer, ça rafraîchit la page, etc. Je ne disposais en plus pas du tout d'une bonne connexion Internet. Et donc, finalement, au regard du peu d'importance que j'accorde aux vidéos que j'avais pu faire, je sais que ça va choquer plus d'un, notamment dans l'image incroyable qu'ils peuvent se faire de moi comme étant imbu de moi-même et ayant une très grande considération sur mon œuvre incroyable de vidéo. La réalité, elle est tout autre. Elle est, comme je l'ai très souvent signalé d'ailleurs dans la vidéo que j'avais faite à l'époque, j'arrête YouTube, où j'avais arrêté pendant un certain temps, avant de m'y remettre de manière un peu contrainte. Eh bien, j'ai une assez grande déconsidération pour beaucoup des vidéos que j'ai pu faire. C'est-à-dire que par rapport au travail écrit que je conduis, au travail d'enseignement que je conduis, aux vidéos là de cours, qui elles sont très spécifiques, mais notamment à tout le travail théorique que j'ai pu conduire depuis des années, notamment les écrits, j'ai très peu d'attache vis-à-vis de ces vidéos qui sont souvent assez brouillonnes, etc. Et donc finalement, eh bien, comme il y a une fonction qui permet de cocher toutes les vidéos et de tout supprimer, j'ai juste sur plusieurs pages jusqu'aux vidéos récentes, à l'exception des toutes premières vidéos qui marquent le début de cette chaîne, j'ai supprimé la majorité des vidéos, y compris des vidéos qu'on aurait peut-être préféré vouloir conserver. Bon, voilà, il n'y a aucune autre forme de projet machiavélique, de la même manière que je suis prêt à assumer les propos que j'ai pu tenir dans ces vidéos, etc. Là n'est absolument pas le problème. C'était simplement un petit défrichage, si je puis dire. Et voilà, n'ayant pas le temps ni l'envie et les dispositions pour m'écouter parler pendant des heures et resélectionner chacune des vidéos, eh bien, j'ai envoyé tout ça valser parce que de toute façon, c'était leur vocation, une vocation malheureusement éphémère, très liée à la vidéosphère et à des vidéos que de toute façon plus personne n'allait visionner. Voilà, donc il n'y a pas il y a pas de projet caché, étrange derrière tout ça. Il y a juste finalement une ergonomie pourrie et un manque de temps et une déconsidération pleine et entière qui est la mienne pour ce genre de format. Et donc j'ai supprimé ces vidéos. Voilà.